Merci. Madame Cohen a demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour ces explications que je trouve particulièrement claires et que nous partageons d'ailleurs avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly par rapport aux éléments que vous avez pu donner et notamment sur la question des experts que je trouve extrêmement juste. Et moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que quand le gouvernement veut passer du pass vaccinal du pass sanitaire, pardon, au pass vaccinal, il n'y a quand même aucun bilan réel de tirer. Or, c'est un peu une habitude, là c'est un commentaire personnel, c'est un peu une habitude de ce gouvernement, c'est ce qu'on remarque à la commission des affaires sociales, c'est souvent il n'y a pas de bilan tiré et on va élargir ou pas l'expérience sans avoir des données pointues au niveau scientifique. Donc, il y a quelque chose là qui est très qui sème le doute et qui sème le doute, y compris parmi la population, parce que du coup, ça amène à des informations qui sont contradictoires. Et j'aimerais vous interroger sur trois questions. La première, c'est aujourd'hui, il semblerait que, bon, alors le virus circule beaucoup, enfin, même si là, maintenant, on est arrivé un peu à un plateau moins important, mais on voit que les écoles sont particulièrement atteintes en termes de contagion, etc., au niveau des enfants. Et il y a des informations contradictoires où certains disent qu'il faut systématiquement vacciner les enfants et d'autres disent que finalement, ça n'est pas nécessaire. Donc, sur cette obligation vaccinale parmi les enfants, est-ce que ça peut être un plus ou pas? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est le aller vers. Moi, je suis très frappée par ce que vous avez dit sur la comparaison avec d'autres pays, sur les plus de 80 ans, où dans un certain nombre de pays, ça dépasse taux de vaccination, si j'ai bien compris, 90%, 100%. Ou même 100%, alors que nous, on n'en est pas là. Et moi, je suis surprise parce qu'on a quand même dans nos territoires des personnes qui nous interpellent sur le fait qu'elles sont isolées et que finalement, c'est pas qu'elles ne veulent pas se faire vacciner, c'est qu'elles n'ont pas accès au vaccin pour des tas de raisons. Certaines n'ont plus de médecin traitant, c'est très compliqué, etc. Et on les laisse, on les laisse comme ça, si elles n'ont pas une famille. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et la troisième question, c'est que on a l'air surpris de voir ce virus continuer, on va dire, à prospérer, mais il n'y a pas de vraie politique vaccinale mondiale. Où on se dit, et on voit bien que dans tous les pays, il n'y a pas égalité dans l'accès au vaccin, loin s'en faut. C'est pour ça que nous, notre groupe, d'ailleurs, on demande la levée des brevets. Et tant qu'on n'aura pas vaincu cette pandémie, je dirais, protéger la population mondiale, je ne vois pas comment la pandémie aura cessé. Et on a vu d'ailleurs pour la polio, pour que ça puisse être éradiqué, il a fallu effectivement que toute la population mondiale la majorité de la population mondiale, pardon, soit vaccinée. Donc, qu'en pensez-vous? Merci. Alors, merci pour toutes ces questions extrêmement, effectivement, pertinentes, qui pointent les leviers sur lesquels on pourrait jouer. Alors, sur la vaccination, en général, je peux vous dire que, en tout cas, à mes yeux et aux yeux des personnes qui m'ont aidé à construire cette audition, le niveau de preuve actuellement, personnellement, je suis très attachée à ce que l'on appelle l'evidence-based medicine, donc la médecine fondée sur les preuves. Je suis très attachée aux politiques de santé publique fondées sur les données qu'on appelle probantes, et je suis très attachée à la rigueur méthodologique et scientifique. Et donc, à mon sens, dès lors que l'on inclut toute une population, dont des populations très fragiles comme les enfants, le niveau de preuve doit être extrêmement rigoureux et la balance bénéfice-risque doit être en faveur indiscutable de l'intervention. Je précise que ce n'est pas le cas pour de très nombreuses interventions, la plupart d'ailleurs, qui ont été prises. Je pense notamment au confinement, je pense notamment aux fermetures d'écoles et je pense notamment aux passes, qui sont toutes des interventions non fondées sur les preuves et de plus en plus d'études. Là, je pense par exemple au confinement, c'est une étude de la Johns Hopkins University dans 53 pays qui retrouve effectivement qu'il n'y a pas de corrélation qui justifie d'une potentielle efficacité de ces mesures-là. Actuellement,
si on regarde le niveau de preuve, moi, c'est ce sur quoi je me fonde pour me faire un avis. Et c'est normalement ce sur quoi on se fonde dans les agences de santé publique. Le niveau de preuve est suffisant pour proposer la vaccination à des catégories bien identifiées à haut risque de Covid grave pour leur protection individuelle, tout en nécessitant bien sûr une réévaluation régulière compte tenu de l'évolution virale très rapide. Le niveau de preuve est suffisant pour conclure à l'acquisition d'une protection durable et forte contre la Covid sévère suite à une infection naturelle, quel que soit le statut vaccinal. Et le niveau de preuve est clairement insuffisant pour arguer d'un bénéfice collectif de la vaccination de masse d'individus à faible risque de Covid grave, d'autant plus dans le contexte d'Omicron potentiellement en échappement vaccinal. Et donc ça doit vraiment nous interroger. Au même titre qu'on dit les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourquoi ? C'est parce que l'antibiorésistance, d'après l'OMS, avec l'hésitation vaccinale, constitue l'une des principales menaces pour la santé publique du XXIe siècle. On sait que l'arsenal dont l'on dispose, l'arsenal thérapeutique en termes d'antibiotiques, est de plus en plus restreint à la fois du fait d'une absence de recherche clinique sur ces médicaments-là et à la fois d'une augmentation de la résistance chez de nombreux agents infectieux. Donc là, il y a un péril pour notamment les générations futures au regard d'un arsenal thérapeutique qui concerne les antibiotiques qui se réduit de plus en plus. Le risque qui peut en tout cas être considéré, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais qui doit en tout cas nous interroger, se présente aussi pour la vaccination avec un risque d'échappement vaccinal, un risque d'échappement immunitaire du fait d'une pression de sélection sur les variants, qui est un phénomène qui s'observe et qui du coup peut conduire à un échappement vaccinal. Et donc ça, pour limiter, donc ça c'était aussi une publication du CNRS, pour limiter ça, et donc à la fois pour économiser cet outil-là en termes d'efficacité sur les personnes à risque, pour économiser cet arsenal, il convient d'en avoir, comme les antibiotiques, un usage mesuré, un usage proportionné et un usage fondé sur les preuves qui implique une vaccination prioritaire des personnes à risque consentantes, que sont les personnes âgées et les personnes qui présentent des comorbidités, notamment le surpoids, qui a été retiré des données de Santé publique France, ce que je regrette, et l'obésité. Donc ça, c'était pour reparler, comme vous me posiez la question de la vaccination. Les écoles, la circulation virale dans les écoles n'est que le reflet de la circulation virale communautaire. Donc ça, c'est des données qui sont... voilà, il y a quand même pas mal d'informations sur ces questions. Le virus circule partout et il circule aussi dans les écoles. C'est important de préciser que les enfants sont l'une des populations les moins à risque de formes graves ou létales, et qu'il est peut-être même contre-productif d'essayer à tout prix de les empêcher de se contaminer avec notamment Omicron. Cette contamination avec Omicron est potentiellement inévitable. Je ne dis pas, d'où l'intérêt d'ailleurs d'une vaccination chez les personnes à risque. Là, on voit que, a priori, 16% des Français ont déjà été en contact avec Omicron, enfin en tout cas avec le SARS-CoV-2, depuis le 1er janvier 2022. Donc, c'est un Français sur 6. Donc ça, c'est important de le préciser. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire attendez. Ah oui, voilà. Et que du coup, chercher à tout prix à finalement limiter l'infection chez les enfants peut parfois même être contre-productif, puisque c'est un risque qui augmente, bien sûr, avec l'âge. Et je vais faire un parallèle. Je ne dis pas, je précise, comme c'est un sujet et que de toute façon, voilà, faut faire quand même attention. Si je prends l'exemple de la varicelle, bien sûr, ces deux maladies n'ont rien à voir. Je parle juste en termes d'exemple et de dynamique. Il vaut mieux attraper la varicelle quand on est un enfant, parce que même si les symptômes sont très impressionnants, je précise bien, je sais très bien que ces deux maladies n'ont rien à voir, je parle vraiment c'est un exemple pour expliquer mon propos. Donc même si les symptômes chez les enfants peuvent être impressionnants, les boutons, tout ça, voilà, il faut savoir que le risque le risque de forme grave de varicelle augmente avec l'âge et que des personnes qui n'ont pas contracté la varicelle durant l'enfance ont un risque augmenté, notamment de pneumopathie varicelleuse à l'âge adulte. Donc là, on voit bien, il y a d'ailleurs un vaccin qui existe contre la varicelle et qui n'est pas recommandé, puisque quand il avait été mis en place, je crois que c'était en Allemagne, je précise que j'ai un diplôme interuniversitaire de vaccinologie, c'est pour ça que je connais aussi ces questions-là, il y avait finalement, on avait constaté comme l'immunité, on avait constaté finalement une augmentation du fait d'une immunité vaccinale a priori qui durait peut-être moins longtemps, une augmentation finalement du nombre de formes graves chez les adultes qui avaient été vaccinés. Donc c'est pour ça que parfois il faut réfléchir de manière vraiment globale
en termes de balance bénéfice-risque. Alors, je suis aussi maman, donc évidemment, j'ai bien sûr à cœur la santé de mon enfant, bien sûr. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que il faut faire très attention aux mesures qui ont été prises, notamment chez les enfants, puisque là, il faut bien voir que la santé des enfants est complètement dégradée, que ce soit la santé physique, la santé mentale, et notamment aussi en termes d'inégalité sociale de santé. Qui ont explosé, et sachant encore une fois, donc il serait important quand même que Santé publique France mette les données à disposition, mais les données que l'on a à l'oral retrouvent que parmi les enfants qui sont décédés depuis le début de l'année avec le SARS-CoV-2, en fait, la plupart étaient positifs au SARS-CoV-2, mais sont morts d'autre chose, ou avaient de très lourdes comorbidités. Donc, il faut vraiment remettre les choses en perspective pour que les mesures qui sont prises, notamment dans les écoles, soient elles aussi fondées sur les preuves, au même titre que les protocoles sanitaires que l'on impose aux enfants. Je précise que l'OMS ne recommande pas de faire de l'activité physique avec un masque sur le visage. J'aimerais beaucoup voir des adultes faire leur jogging entre midi et 2 avec un masque sur le visage. En tout cas, l'OMS ne le recommande pas. Je précise que l'on impose ça aux enfants à l'encontre du bon sens et des données scientifiques. Voilà. Le port du masque dans les écoles ne fait l'objet d'aucun rationnel scientifique. Il n'y a aucun essai clinique de bonne qualité qui retrouve un quelconque intérêt du port du masque chez les enfants toute la journée, et je ne parle même pas du port du masque en extérieur. Vous posiez la question des personnes âgées isolées en zone rurale. Effectivement, c'est des personnes vers qui il faudrait aller pour encourager la vaccination. Et vous parliez de la vaccination, puisque la plupart des personnes qui sont non vaccinées sont soit des personnes qui sont hésitantes, ou soit des personnes qui n'ont pas accès aux soins, des personnes âgées en zone rurale, les migrants et les personnes notamment aussi en situation de précarité ou quoi. Donc ça, c'est un premier point, et on peut bien imaginer que le pass, qui est donc nécessaire, en tout cas dans mon expérience, pour accéder à certains lieux de soins, peut aussi représenter une barrière à la fois à l'accès aux soins et peut-être même à la vaccination. Il faudrait évaluer ça. C'est une proposition. Vous parliez de la vaccination dans le monde. Alors, effectivement, il pourrait être intéressant que la plupart des pays, dans un souci d'efficacité de lutte contre cette pandémie à l'échelle internationale, vaccinent leur population à risque, plutôt que de voir certains pays vacciner des populations qui ne sont pas forcément à risque. Je pense aux enfants et aux adolescents, dont les essais d'ailleurs reposent sur des effectifs qui sont extrêmement faibles. Donc bon, en termes de méthodologie, on peut aussi en discuter, mais ce n'est pas l'objectif de cette commission. Et donc, vous parliez de la vaccination. Effectivement, il y a une seule maladie qui a été éradiquée, c'est la variole, avec une couverture vaccinale très large, un vaccin effectivement efficace, un vaccin oral. Et dans certains pays où il était très compliqué de vacciner tout le monde, je pense dans certaines zones ou dans certains continents, et je pense notamment à des pays d'Afrique, là, c'était une méthode par cerclage qui avait été privilégiée, donc c'est-à-dire que n'étaient vaccinées que les personnes qui avaient été en contact avec un cas variole. Et donc, on vaccinait par cerclage autour pour encercler finalement le virus. Et c'est comme ça qu'on a réussi à éradiquer la variole. L'autre maladie en cours d'éradication, c'est la poliomyélite, mais il y a encore de la polio qui circule, notamment dans les pays avec une grande instabilité géopolitique comme la Syrie ou l'Afghanistan.